Bonsoir, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a donné un point de presse ce mercredi. Entre autres sujets abordés, l'arrivée du président français François Hollande à Conakry. Vers l'aménagement de 450 hectares à Farana et Kissidougou, le projet est financé à hauteur de 4 millions de dollars par la Banque mondiale. Après sa qualification avec brio, l'heure est au préparatif de la CAN 2015 pour le Sili national. Le sélectionneur Michel Dussueur a animé un point de presse au siège de la Fédération guinéenne de football. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République était face à la presse nationale et internationale ce mercredi au Palais Séroutoria. Professeur Alpha Condé a abordé tous les sujets intéressants à la vie nationale. Entre autres sujets importants à l'ordre du jour, l'arrivée prochaine du président français François Hollande à Conakry, la riposte à Ebola ou la préservation de la quiétude sociale. Compte rendu sans la Siketa. Au centre de cette conférence de presse, entre le président de la République et les professionnels des médias guinéens et étrangers, la situation actuelle de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée. Professeur Alpha Condé a bien voulu témoigner à nouveau à ces journalistes de sa volonté à circonscrire le plus vite possible cette épidémie. Il faut que les gens acceptent que les médecins aillent voir des contacts. Si on ne fait pas ça, on ne pourra jamais finir la maladie. Si vous n'avez pas un contact, et s'il développe la maladie après, il va infecter tout le monde. Vous voyez ce qui se passe à Farana. Et là, je crois que la presse ne s'est pas beaucoup engagée encore pour expliquer aux populations. Parce que nous sommes obligés d'utiliser la force. Parce qu'on ne peut pas attendre que les gens refusent le contact et que la maladie continue à nous fatiguer. Alors, ou vous nous aidez pour la sensibilisation, effectivement, que tout le monde comprenne. Vous avez des gens qui continuent encore à dire que l'Ebola n'est pas une réalité. Enfin, c'est quand même extrêmement grave. Donc, il faut que vous nous engagez avec nous réellement pour que les gens comprennent. Ça coûte quoi d'accepter qu'on vienne prendre la température pendant 21 jours? Et plutôt on prend quelqu'un en charge qui est contaminé, il a 80% de chance de guérir. Mais si on ne prend pas tant, il n'a aucune chance de guérir. Et ça, je crois, il faut que réellement chacun de nous s'engage dans cette sensibilisation. L'objectif du chef de l'État aujourd'hui est de bouter cette maladie le plus tôt que possible, hors du pays, à l'image du Nigeria et de la République démocratique du Congo. Il faut vraiment que tout le monde s'y mette. Que l'Ebola, c'est une réalité, c'est quelque chose de très grave, mais qu'on peut guérir et finir. Nous avons un agenda. C'est finir le plus tôt possible l'Ebola. En Guinée, c'est possible. Le Nigeria a pu le faire. C'est que nous pouvons le faire aussi. Le Congo Kinshasa vient de finir. Donc, si nous ne nous mobilisons pas, il faut que chacun sache que c'est un véritable danger pour notre économie. Enfin, vous vous promenez. Vous voyez, à part les organisations internationales qui viennent, les hôtels sont vides. Donc, sincèrement, le premier problème, c'est ça que je voulais discuter avec vous, d'abord, pour que chacun prenne conscience qu'il faut vraiment sensibiliser les populations. Parce qu'on est obligé d'utiliser la force. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans la conscience par force. On ne peut pas accepter que quelqu'un refuse et que la maladie s'étende à d'autres personnes. En ce qui concerne les dons destinés à la Guinée pour la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, le président Alpha Condé exige la transparence dans la gestion des fonds, tant du côté guinéen que celui des partenaires au développement. Il y a eu une discussion tout à l'heure pendant 1 heure avec le directeur général de l'USAID sur 3 points. Ils ont donné de l'argent aux organisations. Nous n'sommes pas au courant, la coordination n'est pas au courant. Alors, il a donné 32 millions de dollars, mais nous n'avons pas, à part les 4 millions qu'il a donnés à ceux que nous savons, les 32 millions, on ne sait pas qui l'a. Donc je lui ai demandé de m'envoyer aujourd'hui la liste des dons. Comme ça, on va convoquer tout le monde demain avec la coordination. Vous avez reçu tant. Est-ce que pourquoi vous nous avez reçu? À quoi ça va être utilisé? Et nous décidons, voilà ce que nous attendons de vous. J'ai dit que la Guinée ne touchera pas $1. Nous décidons qu'est-ce que nous voulons. Une fois qu'on décide maintenant, ils diront, c'est l'UNICEF qui va exécuter, c'est une organisation qui doit exécuter. Ça veut dire qu'on ne peut pas détourner $1. Mais si nous, on doit être transparent, il faut qu'on exige la transparence des autres aussi. C'est pourquoi j'ai demandé en accord avec la Banque mondiale qu'on prenne un cabinet d'audit qui va auditer tout le monde, c'est-à-dire qui devra, vous avez reçu tant, qu'est-ce que vous en avez fait. À ce moment-là, on n'accusera pas le gouvernement. C'est un cabinet international qui va... On ne peut pas demander que nous, on soit transparent et que nos partenaires ne soient pas transparents. La transparence doit être totale. Plusieurs questions liées à l'Ebola et à la situation économique et politique du pays ont été posées au chef de l'État par ces journalistes pendant plus de 2 heures. Des journalistes qui se disent satisfaits des réponses du président de la République, professeur Alpha Condé. Les journalistes présents à cette conférence de presse apprécient la rencontre périodique du chef de l'État avec les hommes de médias. Les propos de quelques confrères sont recueillis par Ibrahima Keita.
Conférence de presse, d'ailleurs comme les précédentes que le chef de l'État a périodiquement avec les médias, a été une occasion encore pour le chef de l'État pour tendre la main aux médias. Il a encore demandé aux hommes de médias, aux femmes de médias d'aller encore beaucoup plus dans la sensibilisation parce qu'on se rend compte encore que par endroits il y a des réticences sur la fièvre hémorragique Ebola. Nous l'avions déjà fait et nous allons le refaire. Parce que ce combat-là, nous l'avons en commun. Et ce qui m'a également reconforté, c'est que le président, contrairement au mauvais usage, a exigé à ce que chaque journaliste qui détienne une question puisse la poser. Je pense que c'est un renouveau qu'il faut encourager. Et je pense que ces réponses ont été suffisamment claires aux questions qui lui ont été posées. J'espère que les conférences de presse vont se multiplier. C'était très positif. Le président a fait un tour d'horizon par rapport à ses priorités, par rapport à comment mettre fin à cette épidémie qui gangrène notre économie. Je crois que c'était un échange assez fructueux entre la presse et le président de la République. Il est bon que cette tradition s'instaure et il est surtout bon que, par-delà le président de la République, que tous les membres du gouvernement, à commencer par le premier ministre du gouvernement, en instaurent comme une tradition. Il faut féliciter monsieur le président de la République. Il a fait un exposé assez clair, surtout en matière d'Ebola. Ce qu'il nous demande, nous, presse, c'est de sensibiliser la population parce que c'est un ennemi commun et nous devons le combattre ensemble. Le président a fait l'état des lieux de la situation politique nationale et puis les relations de la Guinée avec la France, avec des pays voisins, et puis l'exigence surtout d'aller assister au sommet de la francophonie. Le président a dit quelque chose de très intéressant. Il ne faut pas se laisser aller à l'émotion, il faut aller à la raison. Et la raison veut que l'on tienne compte des intérêts de la Guinée pour prendre les grandes décisions. Je pense que ces rencontres périodiques de la presse avec le président de la République sont une excellente idée, dans la mesure où cela permet de faire un point de la situation Ebola, qui reste préoccupante, et nous voyons les efforts qui sont consentis. Et d'après les chiffres que nous recevons, on voit une nette amélioration, donc des chiffres en baisse par rapport à Ebola. Et surtout, demander aux médias de s'impliquer encore plus fortement pour faire passer l'information, pour que la réticence à Ebola s'arrête, pour que le transport des corps s'arrête, puisqu'on voit que ce sont les deux vecteurs les plus importants, des vecteurs qui contribuent à ne pas pouvoir stopper Ebola. La Guinée va accueillir son hôte de marque, le président français François Hollande, le vendredi 28 novembre. L'homme d'État entretient avec le président professeur Alpha Condé d'excellentes relations. Au-delà de l'aspect protocolaire, François Hollande vient témoigner de la solidarité du peuple français au peuple guinéen qui fait face à l'épidémie Ebola. Du côté du gouvernorat, les préparatifs vont bon train. Les élus locaux et conseillers communaux étaient en concertation ce matin autour de la question. Compte rendu, Moussa Bangoura. Le gouvernorat de la ville de Conakry est pleinement dans les préparatifs de la toute première visite du chef de l'État français, François Hollande, en Guinée. Cet après-midi, Soriba Sourel Camara a invité les conseillers communaux, les chefs de quartier et autres responsables locaux à prendre toutes les dispositions pour réserver à l'hôte de marque du professeur Alpha Condé un accueil chaleureux. Aujourd'hui, le président français vient nous saluer pour démontrer qu'il partage les souffrances du peuple, qu'il fait l'amitié avec le peuple de Guinée, avec le professeur Alpha Condé, qu'il est dans la sécurité, solidarité agissante, et qu'il est engagé avec nous pour combattre définitivement Ebola. Parce que ce président français, cette fois-ci, la France, encore comme hier, s'est engagé dans la lutte Ebola, en nous fournissant des experts, des laboratoires tels que le Centre Pasteur, des moyens, des kits, des hôpitaux, des centres de transit, des véhicules, et aussi en intercédant pour la Guinée au niveau de l'Union européenne et de la communauté internationale pour faire la valeur. En réponse, les responsables communaux se sont engagés à accompagner le gouvernorat. Le président François Hollande, il est la bienvenue chez nous en Guinée parce qu'il nous aime et nous aussi, on aime le président. Parce qu'il a fait ses preuves. Lui, il n'a pas fermé les frontières sur notre crise là, sur la fièvre hémorragique.
Ebola. Donc on va le recevoir à bras ouverts. En cette période d'urgence sanitaire, cette visite de l'homme d'État français marque la profondeur des relations d'amitié et de coopération entre la France et la Guinée. Quelle vision et perspective pour la Guinée à l'horizon 2035? La question était au centre des débats à la primature ce matin. Les membres du comité de pilotage ont échangé sur le contenu du rapport d'étude intitulé Guinée Vision 2035 qui porte entre autres sur l'aspect démographique, économique et environnemental de notre pays. Les précisions avec Adi Kamara. C'est la deuxième réunion du comité de pilotage de l'étude nationale prospective. Elle s'est penchée sur la validation de ce document Guinée Vision 2035 élaboré par une équipe d'experts. C'est un document qui tient compte de toutes les transformations économiques et sociales en vue d'accélérer le processus de développement du pays en l'espace d'une génération de 25 ans. Le total de cette étude nationale prospective s'élève à près de 800 000 $. Et à ce jour, on a un gap de près de 200 000 $. Et si, avec le budget national et le FINEX, ce fonds est mobilisé, nous pensons que tous les autres éléments qui doivent compléter l'étude nationale prospective seront traités et d'ici la fin du premier trimestre 2015, on aura le rapport final sur la prospective. Guinée Vision 2035 constitue une réponse aux grands défis de développement du pays. Les Guinéens aspirent à une Guinée unie, une Guinée prospère, une Guinée solidaire. C'est cela le plus important, je crois, sur le plan social. Et une Guinée qui se développe, une Guinée émergente. Le président du comité de pilotage, après avoir écouté certains membres statutaires et techniciens du terrain, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner le processus pour viabiliser ce projet. Il est impératif pour tout État qui aspire à l'émergence de se doter d'une vision prospective définissant les grandes orientations stratégiques du développement économique et social. Il s'agit d'un exercice national qui vise d'abord à identifier le futur possible, à faciliter le consensus autour du futur désiré, à cristalliser toutes les forces vives de la nation autour du futur de la Guinée et déterminer un cadre de référence qui permette d'élaborer des stratégies à court et moyen terme pour ce faire. Enfin, réaliser un développement durable qui tienne compte de tous les paramètres. Après la validation du document ce matin par l'ensemble des membres statutaires, il est question maintenant de procéder à la finalisation de l'analyse structurelle devant aboutir à la production du rapport général de la prospective. Appui de la Banque mondiale dans le domaine de l'aide budgétaire, 50 millions de dollars américains, c'est le montant mis à la disposition de la Guinée, un geste pour renflouer les caisses de l'État en cette période de crise sanitaire. Le point avec Boubacar Ba. La Banque mondiale vole au secours de la Guinée 50 millions de dollars. C'est le montant mis à la disposition de la Guinée dans le cadre de l'aide budgétaire après la signature de 72 autres millions de dollars contre l'épidémie à virus Ebola. Ce financement supplémentaire, qui s'inscrit dans la continuité d'assister de manière significative la Guinée, permettra à coup sûr de contribuer à résorber le déficit budgétaire très poussé en 2014 et d'apporter un appui financier nécessaire à la promotion de l'investissement dans le pays. Ces 50 millions de dollars, dont 40 à titre de crédit et 10 en dons, viendront conforter les efforts du gouvernement dans son programme de lutte contre la pauvreté. Qu'à travers ces efforts communs, la crise sera contenue très rapidement et ses effets atténués sur la vie des populations guinéennes. Ça, c'est un signe de partenariat positif qu'il faut saluer. Si on a la possibilité d'expliquer tout ça en langue nationale, au niveau de toutes les radios communautaires, je pense que c'est toujours une bonne chose. Qu'est-ce qui nous reste, nous autres? C'est de poursuivre les réformes, rassurer nos partenaires que cet argent
et l'ensemble des appuis que nous avons obtenus et que nous allons obtenir vont être gérés avec la transparence requise pour que l'objectif pour lequel tous ces soutiens se font puisse être atteint. De l'analyse de la situation, on note qu'en 2 mois seulement, la Banque mondiale a mis à la disposition de la Guinée 188 millions de dollars, dont 103 millions pour lutter contre Ebola, 50 millions à titre budgétaire, 20 millions pour l'emploi jeune et 15 millions dans l'agriculture. Une bouffée d'oxygène pour les populations guinéennes éprouvées par l'impact du virus. Dans le cadre du renforcement de la coopération avec cette institution, le président mondial, Dr Jim Yong Kim, est attendu mercredi prochain. Mise en place des comités de veille contre Ebola. Avec le soutien de l'UNICEF, 20 superviseurs sont ainsi formés pour veiller sur le travail de ces comités sur le terrain. Auprès des communautés, ils ont pour mission de sensibiliser et suivre les contacts. Les précisions avec Mohamed Alpha Baldé. L'Ebola se renforce en Guinée. Dans les zones touchées par l'épidémie, des comités de veille sont en phase d'implantation. Appuyé par l'UNICEF, le Centre d'études de recherche d'aide au développement CERAD forme une vingtaine de superviseurs devant coordonner près d'1 millier d'agents de veille dans tout le pays. De ce cadre qui sont venus de 4 régions naturelles, qu'on a engagés dans cette lutte et qui vont aller intervenir auprès des communes rurales, auprès des communes urbaines, pour essayer de mettre en place la stratégie élaborée par l'UNICEF pour quand même aider la Guinée à se défaire de cette maladie qui a fait trop de mal socialement, trop de mal économiquement. Les comités de veille devront assurer la sensibilisation auprès des communautés à la base, mais aussi faciliter le suivi des cas contacts en vue de freiner la propagation du virus. Ce comité de veille, son travail, c'est pour sortir les malades, sensibiliser nos parents, éduquer nos parents pour qu'au lieu de garder les malades, de donner les malades pour aller dans le centre de traitement. Les médecins et les agents de santé sont formés à cet effet. Et il y a des centres qui sont présentement disponibles pour recevoir les malades. Le lancement des activités des comités de veille est prévu pour les prochains jours. Il pourrait accélérer la fin de l'épidémie en Guinée. Le NDI, National Democratic Institute, œuvre pour le renforcement des capacités des femmes des partis politiques, de la société civile et des institutions républicaines. Un atelier sur les techniques de plaidoyer vient d'être lancé, une formation qui intervient dans le cadre du soutien au processus électoral en Guinée. Guinée Sané. Gagner avec les femmes. Un outil de plaidoyer en direction des acteurs politiques, des institutions républicaines et des partenaires au développement. Le projet vise à appuyer les efforts des femmes sur le champ politique national. L'initiative est de NDI, National Democratic Institute. Elle vise à aider les leaders politiques à réviser et à analyser leur stratégie de recrutement, de maintien et de soutien aux femmes des partis politiques pour un relèvement effectif de leur statut social et politique. 2% de la population guinéenne. Mais lorsque vous regardez les institutions au niveau politique, vous verrez que ce nombre ne se reflète pas. C'est important pour nous de travailler de manière à ce que nous puissions avoir une participation quantitative et qualitative des jeunes, d'abord au sein de leur parti politique et dans les instances nationales donc de prise de décision. Cette rencontre de 2 jours est financée par l'USAID. Elle va permettre d'outiller les participants aux techniques d'une communication efficace pour convaincre les décideurs à prendre en compte leurs préoccupations. Il n'y a pas de développement sans la participation effective des femmes. Donc, n'est-ce pas, le NDI a toujours œuvré pour l'émancipation des femmes, pour leur implication dans la vie politique et dans le développement national. À travers le présent atelier, le NDI entend renforcer sa participation à la promotion des femmes.
Tenue au centre de perfectionnement administratif du ministère de la fonction publique d'une formation à l'intention des cadres du ministère de la Communication. Il s'agissait de renforcer les capacités des responsables des médias publics sur les droits des services publics. Explication Bakary Bamba Kondi. Les cadres du ministère de la Communication et les responsables des médias publics en formation sur les droits des services publics. Cette formation a pour leitmotiv principal le renforcement des connaissances et capacités de ces patrons des médias sur le fonctionnement du service administratif public. Le CPA, Centre de perfectionnement administratif, est un établissement public à caractère administratif qui a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de la formation et du perfectionnement des agents civils de l'État. Parce que le comportement d'un fonctionnaire doit être adapté vraiment à la mission de son service. Au terme de cette formation d'une journée, les participants seront capables de comprendre les principes, l'organisation et la conception des services publics de l'État. Quand on est quelque part, on est dans un service public, on doit connaître les tenants, les aboutissants d'un fonctionnaire, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Quelles sont les règles qui régissent la vie du fonctionnaire? Voilà ce qu'on vient nous rappeler, nous apprendre. Et je pense qu'à la sortie d'ici, nous allons améliorer notre travail, nous allons améliorer les rapports entre services, le respect des hiérarchies, le respect de la discipline de l'administration et puis le respect des lois et des règlements. La loi L002 qui stipule la liberté et la dépénalisation des délits de presse sera aussi au centre de cette formation. La prochaine formation devrait concerner la gendarmerie et la douane nationale selon les organisateurs. Inauguration de 2 chambres frigorifiques ce matin à Koya, ceci pour faciliter la conservation des produits halieutiques dans la localité. Objectif, soulager le panier de la ménagère en mettant à la disposition de la population du poisson de qualité. Komara Moussa. C'est le tout premier entrepôt frigorifique qui vient d'être installé à Koya. L'initiative est de la société Sabou Inter qui nourrit l'ambition d'alléger la souffrance des femmes marieuses et la population de la localité en produits halieutiques. C'est une promesse tenue depuis longtemps. En installant des frigos au Boulbiné, on a dit on va installer partout derrière en Guinée. Que se trouvent les humains, on va amener les poissons à côté de partout où se trouvent. C'est cette promesse qu'on est en train de réaliser maintenant. Nous sommes contentes de ce frigo. On s'est battu longtemps pour avoir un frigo. On a prié Dieu. Aujourd'hui, nos prières et nos sacrifices sont exaucés. Ces gestes de la société Sabou Inter bénéficient du soutien des autorités locales. Pour le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture, cette nouvelle approche rime avec les objectifs de son département. Avec l'intervention de la société Sabou Inter sur le marché, nous lui avons approché et avec son engagement de doter la population guinéenne de produits de qualité, a décidé d'investir donc pour acheminer ces 2 chambres frigorifiques à Koya de 80 pieds chacune, afin que les gens ne soient plus dans des véhicules insécurisés, ne sortent plus de bonne heure chez eux pour aller chercher du poisson à Conakry. Désormais, la Fédération des femmes marieuses et fumeuses de Koya pourrait assurer la distribution des poissons dans toute la préfecture. Dans les jours à venir, l'entreprise compte élargir son champ d'application dans d'autres zones. Une journée porte ouverte sur les intrants agricoles a été organisée récemment dans le Nabaya. C'est une initiative de la direction du Centre de recherche agronomique de Bordeaux-Cancan. À cette occasion, notre reporter Fodé Bangali Fofana a visité le champ d'expérimentation de Karifa Mouria. Voici son reportage. Depuis 2011, le gouvernement guinéen assiste les paysans tout en leur apportant des intrants, engrais et herbicides. À Cancan, la recherche et la vulgarisation sont associées pour venir vers les paysans afin de leur montrer les bonnes pratiques dans le cadre de l'application de l'herbicide et de l'engrais en vue d'augmenter leur production.
C'est l'objet de cette journée porte ouverte organisée par la direction du Centre de recherche agronomique de Bordeaux-Cancan pour montrer aux autres paysans de la localité l'impact que cet apport du gouvernement a eu à faire sur leur production. On a ici expérimenté l'engrais qui est le triple 15. Ce triple 15 a été apporté à 2 doses. Une dose forte de 350 kg à l'hectare et une dose moyenne de 250 kg à l'hectare, plus de l'urée. Maintenant, le paysan va avoir, avec l'apport de 250 kg de NPK et 350 kg de NPK, quelle est la dose qui a été vraiment favorable. L'on se réjouit aujourd'hui ici en Haute-Guinée du fait que les paysans ont la maîtrise de l'itinéraire technique qui leur a été montré par les techniciens agronomes sur la culture du riz. Rien qu'à voir ces champs paysans propres, on est convaincu qu'ils savent désormais comment utiliser l'herbicide et comment porter l'engrais. Nous remercions très sincèrement le gouvernement pour son assistance. L'expérience que moi j'ai désormais, je pourrais la partager avec d'autres. Les paysans sont convaincus que désormais il ne s'agit pas d'avoir les engrais. Il faut connaître les doses. Il faut savoir les appliquer. Appliquer l'engrais à temps. Appliquer aussi l'herbicide à temps. Et appliquer la dose qu'il faut. Si toutes ces techniques sont respectées, dans les conditions normales, ils doivent pouvoir augmenter le rendement et augmenter la productivité. Ici, en Haute-Guinée, 25 unités d'expérimentation paysanne sont réalisées par les techniciens agronomes du Centre de recherche agronomique de Bordeaux-Cancan dans les préfectures de Sigiri, Kérouané, Mandiana, Cancan, Dapola, Farana et Dinguiraï. Toutes ces unités d'expérimentation paysanne installées sont à la phase de récolte qui commence. Lancement à Farana du projet de développement des ressources en eau et de gestion durable des écosystèmes initié par l'autorité du bassin du Niger. Ce projet sous-régional est financé à hauteur de 4 millions de dollars par la Banque mondiale. Entre autres activités à réaliser, l'aménagement de 450 hectares dans les préfectures de Farana et Kissidougou. Reportage Fodé Camara. Avec un bassin versant d'environ 1 500 000 m² et une longueur de 4 200 km, le Niger prend sa source en Guinée, précisément à Farana, à Kobikoro, et arrose le Mali, le Niger et le Nigeria, avec de nombreux arrière-effets sur les pays voisins des États membres de l'autorité du bassin du Niger. Un bien commun aujourd'hui affecté par l'ensablement et la dégradation des petites infrastructures hydro-agricoles. Pour la valorisation du bassin du fleuve Niger, le projet sous-régional de développement des ressources en eau et de gestion durable des écosystèmes est lancé à Farana. Tous les acteurs, c'est-à-dire le comité des usagers, le technicien, les opérateurs pays et nous autres, on s'est compris et on espère qu'il y aura une grande synergie entre toutes ces équipes pour que le projet avance et que cette année au moins, d'ici la mi-2015, qu'on ait des résultats à présenter à l'ABN. Pour la Guinée, 2 volets seront financés au compte de ce projet. L'aménagement de 450 hectares de bas-fonds dans les préfectures de Farana et Kissidougou, mais aussi la lutte contre l'érosion par la réalisation de 500 hectares d'agroforesterie dans les zones dégradées. Le projet a une durée de 5 ans et est évalué globalement à 4 500 000 dollars américains, dont les 4 229 840,85 dollars sont contractualisés à ce jour. En amont, un travail de sensibilisation et de formation des populations en technique d'irrigation est prévu, sans oublier l'étude d'impact environnemental et social. Sport football, après sa qualification avec brio, l'heure est aux préparatifs de la CAN 2015 pour le Sili national de Guinée. Là-dessus, pour éclairer la lanterne des professionnels des médias, le sélectionneur guinéen Michel Dussueur a animé ce mercredi un point de presse au siège de la Fédération guinéenne de football. Compte rendu, Kadiatou Traoré. Après la qualification de Sili de Guinée, le sélectionneur national Michel Dussueur a animé un point de presse le mercredi 26 novembre, histoire de tirer les leçons des éliminatoires et projeter le plan de préparation pour la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. D'entrée de jeu,
Le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football, Ibrahim Bari Blasco, a retracé le chemin qu'a parcouru le 11 national de Guinée dans des conditions extrêmement difficiles à cause de l'épidémie à virus Ebola. Après tout ce que nous avons rencontré comme difficultés dans le cadre préliminaire de la 30e Coupe d'Afrique des Nations, le CI national de Guinée a pu se qualifier grâce aux efforts des uns et des autres, grâce certainement à des efforts anonymes aussi, qui ont permis à tout le peuple de Guinée de savourer une qualification après avoir essuyé un échec en 2013. Dans son préambule, le coach français du Sili a tenu à remercier le courage patriotique qu'a affiché les footballeurs malgré la stigmatisation. Voilà, c'est une grande satisfaction de se dire que dans ces conditions qui ont été difficiles, je dirais que c'est peut-être la qualification la plus difficile que j'ai eu à affronter par rapport à tous ces paramètres. Je rappelle que c'est une fierté aussi pour moi de dire qu'aujourd'hui c'est la 3e fois qu'on va à la CAN. Toutes les questions posées ont été épulsées. Le non-paiement de 10 mois d'arriérés des salaires de l'entraîneur, le cas Kevin Constant, ainsi que le choix du site de préparation. Bien sûr qu'on va faire en sorte de bien se préparer, de faire une bonne CAN et d'aller le plus loin possible dans cette CAN. Bien sûr que ça passe toujours par des étapes. L'ambition, elle passe par des étapes. Donc le premier objectif, ce sera de sortir des poules. À la fin, le secrétaire général de Afia Football Club a procédé à la remise de $50 000 promis par son président de club, Karfara Kamara KPC, aux joueurs après la qualification à Casablanca. Et puis ce communiqué avant de refermer cette édition, communiqué conjoint dans le cadre de la visite d'amitié de son Excellence M. François Hollande, président de la République française, le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile portent à la connaissance de l'ensemble des usagers de la route que la circulation des gros porteurs sera interrompue du mercredi 26 novembre 2014 à 20h au vendredi 28 novembre 2014 à 0h. Dans les communes de Matam, Dixine et Kaloum et sur l'axe aéroport Palais du Peuple. Compte tenu de l'importance de cette mesure, le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile savent compter sur l'esprit de civisme de chacun et de tous. Tout contrevenant à la présente prescription sera sévèrement sanctionné. Cet autre communiqué, la Direction nationale du Rassemblement du peuple de Guinée informe toutes les militantes, tous les militants et sympathisants de l'arrivée en Guinée ce vendredi 28 novembre 2014 à 12h du président de la République française, M. François Hollande. À cette occasion, toutes et tous sont invités à se mobiliser massivement le long de l'autoroute pour réserver un accueil chaleureux à notre illustre hôte, le secrétaire administratif, M. Lansana Komara. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes télévisés. Demain, vous serez avec Alia Kamara. Bonsoir.